Personne n'a fait cela depuis 53 ans. Depuis l'amérissage d'Apollo 17 en décembre 1972, aucun être humain n'a quitté le voisinage gravitationnel de la Terre pour se rendre sur la Lune. Pas une seule fois. Une génération entière est née, a grandi et a commencé à élever ses propres enfants dans l'intervalle entre cette dernière mission et celle-ci. Bienvenue sur l'Étincelle Science, pour un voyage au-delà de tout ce que l'humanité a connu depuis des décennies. Et maintenant, dès avril 2026, 4 astronautes s'apprêtent à monter à bord d'une capsule de la taille de 2 mini-fourgonnettes pour la pointer vers la Lune. Leurs noms sont Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. L'une d'entre eux deviendra la première femme à voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Un autre, la première personne de couleur. Un troisième, le premier non-américain. C'est Artemis II. Je veux vous emmener, étape par étape, à travers ce que ces 4 personnes vont réellement vivre, depuis le moment où elles s'attachent jusqu'à celui où elles toucheront l'océan Pacifique 10 jours plus tard. Car la réalité de cette mission est plus folle, plus claustrophobe et plus dangereuse que la plupart des gens ne l'imaginent. Commençons au sol. Jour du lancement. Centre spatial Kennedy, Floride. L'équipage est en quarantaine depuis des jours, isolé de sa famille, subissant des examens médicaux, suivant un horaire de sommeil strict et un plan nutritionnel calculé à la calorie près pour s'assurer qu'ils sont hydratés et au top pour le décollage. Ils ont enfilé les combinaisons de survie du système Orion, des tenues volumineuses et pressurisées conçues pour les maintenir en vie si la cabine perdait sa pression pendant l'ascension. Ce ne sont pas les combinaisons spatiales élégantes que l'on voit dans les films. Elles sont fonctionnelles, lourdes. Imaginez-les comme des canaux de sauvetage portables. Ils montent en ascenseur jusqu'à la tour de lancement du pas de tir 39B, le même complexe qui a lancé les missions Apollo, et ils grimpent à l'intérieur de leur vaisseau spatial. Ils l'ont baptisé Integrity. Il trône au sommet de la fusée, la plus puissante jamais lancée par la NASA, le Space Launch System. Elle mesure 98,15 mètres de haut et pèse 2,6 millions de kilogrammes une fois entièrement ravitaillée en carburant. Pour vous donner une idée, c'est plus haut que la Statue de la Liberté et environ 8 fois plus lourd qu'un Boeing 747 entièrement chargé. Sous eux, 2 propulseurs d'appoint à poudre et 4 moteurs RS-25 sont sur le point de produire 39,1 millions de newtons de poussée, soit 15% de plus que le Saturn V qui a emmené les astronautes sur la Lune pendant Apollo. Les RS-25 ne sont pas de nouveaux moteurs. Ce sont des versions améliorées des moteurs qui ont propulsé la navette spatiale pendant 3 décennies, reconstruits et recertifiés pour une fusée pour laquelle ils n'avaient jamais été conçus à l'origine. Reid Wiseman occupe le siège du commandant. Victor Glover, le pilote, est assis à ses côtés. Koch et Hansen, les 2 spécialistes de mission, sont derrière eux. 4 adultes dans une cabine d'environ 9,34 mètres cubes, que la NASA aime comparer à 2 mini-fourgonnettes. C'est environ 60% de plus que l'espace offert par le module de commande Apollo à ses équipages de 3 personnes. Mais répartis entre 4 personnes au lieu de 3, le calcul ne semble pas si généreux. Christina Koch a un jour déclaré qu'elle comptait sur la microgravité pour que l'espace semble plus grand une fois qu'il flotterait. Elle en aura besoin. Le compte à rebours atteint 0. Les moteurs RS-25 s'allument en premier, suivi une demi-seconde plus tard par les propulseurs d'appoint à poudre. C'est la partie à laquelle personne ne peut vraiment se préparer. L'ancienne astronaute Wendy Lawrence a décrit la sensation d'un lancement de navette comme si quelqu'un était assis sur votre poitrine. Une force si lourde qu'elle ne pouvait pas lever son bras devant son visage. Le SLS est plus puissant que la navette. L'équipage ressentira environ 3 fois la force de la gravité, les plaquant sur leur siège, tandis que la fusée s'arrache à l'atmosphère. Leur corps pèse 3 fois leur poids normal. Respirer est plus difficile, bouger est presque impossible. La vibration de ces propulseurs à poudre se transmet à l'ensemble du véhicule. Une secousse profonde qui ne s'arrête pas pendant les 2 premières minutes de vol. Puis les propulseurs s'épuisent et se séparent.
La trajectoire s'adoucit considérablement. L'étage principal continue de les accélérer et environ 8 minutes après le lancement, les moteurs principaux s'éteignent. Le silence est soudain. La pression disparaît. Leurs bras flottent au-dessus de leurs genoux. Les crayons s'échappent des poches. Tout ce qui n'est pas attaché se soulève doucement de la surface sur laquelle ils reposaient. Ils sont en orbite, tournant autour de la Terre sur une trajectoire très elliptique. Et pour la première fois, l'équipage d'Artemis II peut regarder par ses fenêtres et voir la planète en dessous. Orion dispose de 4 hublots, petits mais fonctionnels, et de leur altitude, la courbure de la Terre est indubitable. La fine ligne bleue de l'atmosphère, à peine visible contre l'obscurité de l'espace, est la seule chose qui sépare 8 milliards de personnes du vide. Pendant les heures suivantes, la mission entre dans une phase de vérification minutieuse. C'est là que l'équipage et le contrôle de mission passent en revue chaque système du vaisseau spatial, vérifiant le support de vie, la propulsion, la navigation, les communications, le contrôle thermique, un par un, confirmant qu'Orion est suffisamment en bon état pour le voyage à venir. Car une fois qu'il s'engage vers la Lune, il n'y a pas de station spatiale pour s'amarrer, pas de véhicule de sauvetage en attente en orbite. Ils sont seuls. C'est aussi là qu'Artemis II devient quelque chose de vraiment nouveau. Wiseman et Glover piloteront Orion manuellement, prenant le contrôle direct du vaisseau pour tester sa maniabilité. Ils effectueront des opérations de proximité, une série de manœuvres utilisant les moteurs du module de service européen pour démontrer qu'un équipage peut guider précisément ce véhicule à travers le type de procédure que les futures missions Artemis exigeront, comme l'amarrage à une passerelle lunaire ou le positionnement près de la surface de la Lune. Ce n'est pas un pilote automatique, c'est les mains sur le manche, les yeux sur les instruments, prouvant que les humains peuvent opérer cette machine dans l'espace lointain. Le module de service européen, construit par Airbus pour l'Agence spatiale européenne, est le cheval de bataille boulonné à l'arrière d'Orion. Il fournit la propulsion, l'énergie électrique grâce à ses 4 ailes de panneaux solaires, le contrôle thermique et stocke l'eau et les gaz qui maintiennent l'équipage en vie. Sans lui, Orion n'est qu'une capsule. Avec lui, Orion est un véhicule pour l'espace lointain. Une fois les tests en orbite terrestre terminés, l'équipage se prépare pour la poussée de moteur la plus cruciale de toute la mission, l'injection translunaire. C'est le moment où Orion cesse de tourner autour de la Terre et s'engage vers la Lune. L'étage supérieur du SLS s'allume une dernière fois, accélérant le vaisseau spatial à la vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction gravitationnelle de la Terre et glisser vers la Lune sur une longue trajectoire courbe. Après cette poussée, l'étage supérieur se sépare et Orion est seul. 4 personnes dans une capsule à environ 386 242 km de leur destination, propulsées par l'élan, le module de service européen effectuant les corrections de trajectoire en cours de route. Si quelque chose tourne catastrophiquement mal à partir de ce moment, la trajectoire de retour libre les ramènera sur Terre en utilisant la gravité de la Lune, le même chemin d'urgence qui a sauvé l'équipage d'Apollo 13 en 1970. Ce n'est pas un plan de secours réconfortant, c'est le seul plan de secours. Imaginez maintenant leur vie quotidienne pendant les 4 jours suivants alors qu'ils s'éloignent. La Terre rétrécit derrière eux. Chaque heure, la maison devient un peu plus petite dans le hublot et le délai de communication avec Houston s'allonge un peu. Pas de beaucoup pour cette mission, environ 1,3 secondes dans chaque sens près de la Lune, mais assez pour qu'une conversation semble légèrement décalée. Vous dites quelque chose, vous attendez, la réponse revient avec un léger retard. C'est un petit rappel que vous êtes véritablement en train de partir. La cabine d'Orion a été reconfigurée. Koch et Hansen ont rangé les repose-pieds de leur siège et plié une partie de l'équipement pour libérer autant d'espace de vie que possible. Les toilettes sont installées sous le plancher près de l'écoutille principale, occupant environ 0,14 mètres cubes. Il y a un rideau pour l'intimité,
ce qui est important quand l'un de vos coéquipiers mesure 1,88 mètres. La salle de bain a la taille d'un placard à manteau. Le système de gestion des déchets collecte l'urine et la rejette dans l'espace. Les déchets solides sont placés dans des sacs scellés et stockés pour le voyage de retour. Il n'y a pas de recyclage de l'eau sur cette mission. Le vol est suffisamment court pour qu'ils puissent se permettre de garder les choses simples. Mais cela signifie aussi que chaque goutte d'eau qu'ils boivent a été chargée à bord du vaisseau avant le lancement. La nourriture se présente sous forme de sachets. Une petite plaque chauffante les réchauffe et un distributeur d'eau réhydrate les repas lyophilisés. Le menu a été choisi par les astronautes lors de dégustations au laboratoire des systèmes alimentaires spatiaux de la NASA des mois avant le lancement. Les options incluent des crevettes, du macaroni au fromage et des tortillas. Jeremy Hansen, le Canadien de l'équipage, a emporté des produits à base d'érable et des bouchées de saumon de chez lui. La plupart des aliments sont consommés à température ambiante, car le réchaud a une capacité limitée. Imaginez manger du macaroni tiède dans un sachet en aluminium en flottant dans un tube métallique à 160 000 km du restaurant le plus proche. C'est le déjeuner sur Artemis II. Il n'y a pas de réfrigérateur, pas de four, pas de table. Vous pressez la nourriture d'un sachet, chassez les miettes flottantes avant qu'elles n'obstruent un filtre à air et la faites passer avec de l'eau d'un distributeur pressurisé. Le sommeil est géré avec soin. 8 heures sont prévues chaque jour, sauf le premier, où le programme est compressé et l'équipage se repose par quart. Ils dorment dans des sacs en forme de hamac attachés aux parois de la capsule. Les 4 dorment en même temps, pendant la majeure partie de la mission. Il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de porte à fermer, sauf celle des toilettes. Le bourdonnement du système de survie est constant. Les ventilateurs font circuler l'oxygène, épurent le dioxyde de carbone, régulent la température de la cabine. Ce n'est pas silencieux. C'est une machine qui les maintient en vie. Et ça en a le son. L'exercice est obligatoire, 30 minutes chaque jour, sur un appareil appelé volant d'inertie. Il est installé sous l'écoutille latérale et sert également de marchepied à l'équipage pour monter dans la capsule le jour du lancement. Le volant d'inertie fonctionne comme une machine de résistance à câble, offrant des exercices comme des squats et des soulevés de terre, et des mouvements aérobiques comme l'aviron. Il atteint un maximum de 181,4 kg de charge, ce qui semble beaucoup, jusqu'à ce que vous le compariez à la Station spatiale internationale, où les astronautes disposent de plusieurs machines d'exercice pesant collectivement plus de 1814 kg et occupant 24 mètres cubes. Sur Orion, vous avez un gadget de la taille d'une valise cabine. Pendant 10 jours, c'est suffisant pour ralentir la perte musculaire et osseuse qui commence presque immédiatement en microgravité. Pour des missions plus longues, ce ne sera pas le cas. L'hygiène est minimale. Il n'y a pas de douche. L'équipage se nettoie avec des lingettes humides, du savon liquide et du shampoing sec. Leurs kits d'hygiène personnelle comprennent des brosses à dents, des rasoirs et une brosse à cheveux. Tout se fait dans une petite zone désignée près des toilettes. Vous vous brossez les dents, avalez le dentifrice ou le crachez dans une lingette et passez à autre chose. L'intimité est un luxe que ce vaisseau spatial n'offre pas vraiment. Il communique avec la Terre à l'aide de microphones portables, de casques et d'un système qui permet des appels vidéo avec le contrôle de mission et leur famille. Ils disposent de tablettes et d'ordinateurs portables chargés de procédures et notamment de divertissements qu'ils ont sélectionnés avant le lancement. Personne à la NASA ne dira ce qu'il y a sur la playlist, mais je parie que quelqu'un a chargé un film sur les voyages spatiaux, car les astronautes sont exactement le genre de personnes qui regarderaient un film spatial tout en étant réellement dans l'espace. Après 4 jours de voyage, la Lune commence à prendre de l'ampleur dans les hublots. Et c'est le moment où la mission passe d'un test d'ingénierie à quelque chose de profondément humain. Ces 4 personnes verront la face cachée de la Lune de leurs propres yeux. Aucun être humain ne l'a vue depuis 1972. Orion passera à environ 4700 mètres au-delà de la face cachée de la Lune, plus loin de la Terre qu'aucun vaisseau spatial habité n'a jamais voyagé. Le précédent record avait été établi par Apollo 13,
et Artemis II le dépassera. À leur point le plus éloigné, ils seront à plus de 370 149 km de chez eux. La Terre, visible depuis leur hublot, sera suffisamment petite pour être couverte d'un pouce tendu. Tous ceux qui ont jamais vécu, tous ceux qui ont jamais existé, obscurcis par un doigt. Les astronautes d'Apollo 8 l'ont qualifié de solitude la plus profonde qu'ils aient jamais ressentie. L'équipage d'Artemis II ira encore plus loin. La face cachée de la Lune est géologiquement distincte de la face visible. Elle est plus fortement cratérisée, avec une croûte plus épaisse et moins de ces plaines basaltiques sombres que nous voyons lorsque nous levons les yeux la nuit. Aucun être humain ne l'a jamais observé à cette distance avec la suite d'instruments modernes qu'Orion transporte. L'équipage la photographiera, l'étudiera, recueillera des données qui alimenteront directement la planification d'Artemis III et au-delà. Ils surveilleront également constamment les niveaux de radiation, car une fois que vous quittez le cocon protecteur du champ magnétique terrestre, les règles changent. Les rayons cosmiques galactiques et les particules énergétiques solaires deviennent de réelles préoccupations. Des menaces invisibles qui traversent les parois du vaisseau spatial et les corps de l'équipage. Orion dispose de quelques zones blindées, des baies de stockage et l'espace près des toilettes où l'équipage peut s'abriter lors d'un événement de particules solaires. C'est le plan. Si une tempête solaire majeure éclate alors qu'ils sont sur la face cachée de la Lune, ils se blottissent près de la salle de bain et attendent que cela passe. L'équipe de la météo spatiale de la NASA a travaillé d'arrache-pied pour affiner ses prévisions pour ce scénario précis. Car un mauvais événement solaire, au mauvais moment, pourrait délivrer une dose de radiation dangereuse aux 4 membres de l'équipage sans aucun endroit où se cacher. Après le survol lunaire, la gravité fait la majeure partie du travail. Orion vire derrière la Lune, gagne de l'élan gravitationnel et entame le long retour vers la Terre. Le voyage de retour prend environ 4 à 5 jours. Pendant le retour, l'équipage continue de surveiller les systèmes, d'effectuer des examens médicaux et de documenter son expérience. Ce sont également les premiers humains à fournir des retours en temps réel sur la façon dont Orion gère les conditions de l'espace lointain avec des personnes à bord. Des données qu'aucune simulation ou test sans équipage ne peut reproduire. Quelle est la température de la cabine après 5 jours? Les sacs de couchage vous maintiennent-ils stable ou dérivez-vous? L'épurateur de dioxyde de carbone maintient-il l'air suffisamment frais pour penser clairement? Ces réponses ne viennent qu'en ayant des humains à l'intérieur de la machine. Alors que la Terre grossit dans les hublots, l'équipage commence à se préparer à la partie de la mission qui a généré plus d'anxiété pour les ingénieurs que tout autre, la rentrée atmosphérique. Lors du vol sans équipage d'Artemis 1 en 2022, la capsule Orion est revenue et tout semblait nominal de l'extérieur. Le vaisseau spatial a améri en toute sécurité. Les températures de la cabine n'ont jamais dépassé les limites de conception. À toutes les mesures visibles, ce fut un succès. Mais lorsque les ingénieurs ont inspecté le bouclier thermique par la suite, ils ont découvert quelque chose de troublant. Plus de 100 endroits où le matériau ablatif, une substance appelée Avcoat, conçue pour s'user progressivement et évacuer la chaleur avec elle, s'était fissuré et détaché en morceaux irréguliers. Non pas l'érosion douce et contrôlée qu'ils avaient conçue, mais une perte de matériaux dentelés et imprévisibles. 4 boulons de séparation intégrés dans le bouclier thermique avaient partiellement fondu à travers leur barrière thermique, laissant de profondes entailles au lieu du motif de carbonisation attendu. L'enquête a duré près de 2 ans. Ce qu'ils ont découvert, c'est que les gaz générés à l'intérieur de l'Avcoat pendant la rentrée n'avaient aucun moyen de s'échapper assez rapidement. La pression s'est accumulée à l'intérieur du matériau, l'a fissuré et a fait éclater des morceaux. La cause profonde était liée à la technique de rentrée par rebond utilisée sur Artemis 1, où Orion a plongé dans l'atmosphère, rebondi dans l'espace,
puis est rentré une seconde fois. Cette pause entre les contacts atmosphériques a permis à l'énergie thermique de s'accumuler à l'intérieur du matériau du bouclier sans lui permettre de s'ablater correctement. Les gaz se sont formés, la pression s'est accumulée et le bouclier s'est fracturé. Les installations d'essai de la NASA ne l'avaient pas détecté auparavant, car leurs tests au sol utilisaient des taux de chauffage plus élevés que ceux réellement rencontrés par le vaisseau en vol. Et à ces taux plus élevés, le matériau se comportait comme prévu. C'est le chauffage modéré et soutenu du rebond qui l'a brisé. Pour Artemis II, la NASA a pris une décision critique. Ils ont conservé le même matériau de bouclier thermique Avcoat. Ils ne l'ont pas redessiné. Au lieu de cela, ils ont changé la trajectoire. Orion entrera dans l'atmosphère sur une trajectoire plus raide et plus directe, sans rebond. Une descente continue de 40 000 km/h jusqu'à l'amérissage. Cela réduit le temps que le bouclier passe dans la zone de température qui a causé les fissures sur Artemis I. Le compromis est des forces de décélération plus élevées pour l'équipage. Une entrée plus raide signifie un ralentissement plus rapide, ce qui signifie plus de force G pressant les astronautes dans leur siège pendant ces dernières minutes violentes. Et violent est le mot juste. Orion frappera la haute atmosphère terrestre à environ 40 000 km/h. C'est Mach 32. 32 fois la vitesse du son. À cette vitesse, les molécules d'air se compressent si violemment devant la capsule qu'elles forment une gaine de plasma surchauffée atteignant 2760 degrés Celsius. C'est environ la moitié de la température de la surface du Soleil. L'Avcoat est censé absorber cette chaleur et s'user de manière contrôlée, emportant l'énergie thermique avec lui. Quelques centimètres de silice recouverte de résine séparent l'équipage de l'incinération. De l'autre côté de ce matériau, les astronautes sont censés ressentir des températures de cabine confortables. C'est la marge avec laquelle ils travaillent. À l'intérieur de la capsule, les astronautes sentent les forces s'accumuler. D'abord, une légère traction, puis une poussée constante, puis un poids écrasant. À mesure que la décélération augmente, leurs corps deviennent de plus en plus lourds. Respirer demande un effort. Les hublots brillent en orange, puis en blanc, tandis que le plasma enveloppe la capsule. Les communications s'interrompent brièvement, car cette enveloppe de gaz ionisé bloque les signaux radio. Pendant quelques minutes, l'équipage d'Artemis II est complètement seul. Aucune voix de Houston, aucune télémétrie, juste la chaleur et la pression, et le son d'un vaisseau spatial hurlant à travers l'atmosphère à une vitesse qu'aucun être humain n'a jamais survécu auparavant. Lorsque la capsule ralentit en dessous des vitesses supersoniques, les parachutes freins se déploient, tirant le vaisseau spatial dans une attitude de descente plus stable. Puis, 3 parachutes principaux massifs se gonflent au-dessus de l'océan Pacifique, près de San Diego. La capsule oscille sous eux, descendant vers l'eau. L'amérissage est brutal, pas doux. La capsule heurte la surface de l'océan et flotte sur les vagues, tandis qu'une équipe de récupération de l'US Navy, à bord d'un navire de transport amphibie de classe San Antonio, se rapproche pour sécuriser le véhicule et extraire l'équipage. Des plongeurs entrent dans l'eau, attachent des colliers de flottaison et des lignes de remorquage, et la capsule est hissée à bord. L'écoutille s'ouvre. 4 personnes respirent l'air extérieur pour la première fois en 10 jours. Leurs jambes seront faibles, leur sens de l'équilibre sera perturbé après 10 jours en microgravité. Même se tenir debout exige de la concentration, alors que leurs oreilles internes se recalibrent à un monde où le bas signifie à nouveau quelque chose. 370 149 km, la plus grande distance parcourue par des êtres humains depuis plus d'un demi-siècle. Et tout cela à l'intérieur d'une capsule que Christina Koch a comparée à une mini-fourgonnette. Il y a quelque chose de presque absurde dans cette comparaison, et je pense que cela résume toute la mission. Nous envoyons 4 personnes plus loin de la Terre que n'importe quel être humain vivant n'est jamais allé.
et ils le font dans un espace de la taille d'une voiture familiale. Ils mangeront des crevettes réhydratées dans un sachet. Ils dormiront attachés à un mur. Ils feront de l'exercice avec une bande de résistance glorifiée boulonnée au sol. Ils se nettoieront avec des lingettes humides. Et ils regarderont par leurs hublots la face cachée de la Lune, la Terre entière réduite à un point bleu. Et ils sauront que la seule chose qui les ramène à la maison est un bouclier thermique qui s'est fissuré la dernière fois qu'il a été utilisé. Ce n'est pas un échec d'ingénierie, c'est la réalité de ce que signifie explorer. Nous n'allons pas sur la Lune parce que c'est sûr, nous ne l'avons jamais fait. Apollo 13 l'a prouvé. Columbia et Challenger l'ont prouvé de la manière la plus douloureuse possible. Chaque mission habitée au-delà de l'orbite terrestre est un pari calculé, analysé de manière exhaustive, méticuleusement planifié, que l'ingénierie tiendra, que les calculs sont corrects, que les matériaux feront ce que les modèles disent qu'ils feront. Artemis II est ce pari, fait en pleine connaissance de ce qui a mal tourné la dernière fois et avec la conviction que la solution est suffisante. 4 personnes misent leur vie là-dessus. Et franchement, elles le savent mieux que quiconque. Elles ont vu les photos du bouclier thermique fissuré. Elles ont assisté au briefing. Elles ont posé les questions difficiles. Et elles ont décidé d'y aller quand même. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook et Jeremy Hansen. Ils s'attacheront, sentiront les moteurs s'allumer sous eux et laisseront la Terre derrière eux pendant 10 jours. Quand ils reviendront, si le bouclier tient, si les parachutes se déploient, si l'océan les attrape correctement, ils auront ouvert une porte qui était fermée depuis 1972. Pas la porte de la Lune. Nous l'avons ouverte il y a longtemps. Mais la porte pour y retourner. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.